Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la session précédente, nous avons parlé des principes qui régissent l'accès à des bases de données distantes avec Spark. Donc, vous avez appris comment interconnecter des bases de données avec Hive, avec Spark via le JDBC. Donc, ce qui est ressorti grosso modo, c'est que la compatibilité de Spark au protocole JDBC lui permet d'accéder à quasiment tous les SGBDR, les bases de données qui sont hébergées dans tous les SGBDR du marché. Parce que quasiment tous les SGBDR du marché sont compatibles avec le protocole ODBC. Donc, à partir de cette session, nous allons mettre en pratique cela. Parce que dans la session précédente, il n'était question que des principes. Concrètement, nous allons nous apprendre à interroger les bases de données, des bases de données qui sont hébergées dans des systèmes de SGBDR précis. Donc, nous avons choisi spécifiquement trois SGBDR, trois solutions de SGBDR. La première, c'est MySQL. La seconde, c'est Postgre. Le troisième, c'est SQL Server. Ces trois systèmes sont les systèmes qui ont la plus grosse popularité dans les sujets de Big Data. Ça veut dire que, en général, lorsque vous allez travailler sur des projets Big Data, vous allez rencontrer au moins à 70-80% du cas l'une de ces trois bases de données, MySQL, SQL Server ou Postgre. Ok, donc dans cette session, nous allons parler de l'interrogation des bases de données MySQL avec Spark. Dans la session qui va suivre, ça sera l'interrogation des bases de données avec PostgreSQL et dans la troisième session, ça sera l'interrogation des bases de données avec SQL Server. Donc, nous avons pris ces trois systèmes au-delà de leur popularité, au-delà de leur part de marché. C'est aussi également pour que vous voyez les différentes caractéristiques, vous voyez un peu les différentes contraintes. Parce que même si les principes sont les mêmes d'un système à un autre, la façon d'appliquer ces principes ne sont pas identiques. Et c'est ça que nous allons voir. Donc, commençons avec le cours, avec l'objet de cette session qui est l'interrogation des bases de données MySQL avec Spark. Pour l'application de ce tuto, vous devez installer MySQL. Pour installer MySQL, vous allez simplement sur l'adresse, vous allez simplement sur Internet et vous tapez MySQL Download. MySQL Download Windows. Et là, vous venez là. Donc voilà, vous choisissez. Là, on est sur la 8.0.2. Vous venez là, par exemple, on va prendre ceci. On va prendre par exemple ceci. MySQL a été racheté par Oracle. Donc, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je vous demande de taper Download File comme ça. Parce que si vous tapez juste MySQL, il va vous amener sur le site officiel d'Oracle et sur le site officiel de MySQL. Mais sur le site officiel de MySQL, comme il a été racheté par Oracle, ce n'est plus une version open source comme avant. MySQL est maintenant, on va dire, Oracle a upgradé MySQL pour le commercialiser. Donc aujourd'hui, MySQL est devenu un outil commercial. Donc si vous arrivez sur le site officiel directement, vous allez avoir la version MySQL Enterprise. En fait, vous allez avoir les versions commerciales de MySQL. Vous voyez? Donc, il y a quand même une version communautaire, donc une version open, entre guillemets. Quand on dit open, c'est pas open source, mais une version communautaire. Et c'est celle-là, en fait, que vous cherchez à télécharger. C'est elle que nous sommes en train de télécharger là. Donc, par exemple, je peux venir là, téléchargement. Pour les différents, vous voyez que là, c'est MySQL Enterprise Edition. Ce que vous devez télécharger, c'est ça. MySQL Community Edition, dans la version communautaire. Et vous venez là, sur le site MySQL Installer for Windows. Donc là, on est sur Windows. L'installation est identique que sur Linux, sur les systèmes Linux. Donc si vous travaillez sur Linux, ça ne pose pas de problème. Suivez le même processus. Mais ici, vous sélectionnez Linux. Choisissez le système Linux. Et voilà, on retombe sur la page ici. Et donc, pour télécharger, comme c'est devenu un produit Oracle, vous devez en fait utiliser votre compte Oracle. Que si vous n'avez pas de compte Oracle, vous créez un compte Oracle. Vous avez sûrement, probablement un compte Oracle parce que si vous avez acheté cette formation et que vous êtes arrivé à ce stade, ça veut dire que vous avez un compte Oracle. Parce que pour télécharger les JDK,
nécessaires pour installer Spark, vous êtes passé par Oracle. Donc, vous utilisez ce compte-là. Et voilà, vous inscrivez et vous téléchargez. Lorsque vous allez télécharger, moi j'ai déjà installé MySQL sur ma machine. Donc, je vais juste vous montrer très rapidement pour qu'on gagne en temps en fait. Donc, quand vous aurez téléchargé, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, moi, ce que j'ai, c'est la 8.0.12. La version la plus récente, c'est 8.0.22. Donc, moi, j'avais téléchargé ceci à l'époque, dans les années 2018, lorsque je travaillais sur la partie base de données, donc du projet DTN. Donc, vous installez, vous double-cliquez. Chez moi, ça ne va rien faire, ça va juste essayer de mettre à jour. Donc, voilà les différents composants. Le serveur va s'installer automatiquement. Les autres composants, c'est vous qui devrez cocher. OK? Le Workbench, c'est l'interface Windows. Utilities, le shell. Le shell est optionnel. Dans le cadre de ce cours, on ne va pas utiliser le shell, donc vous pouvez ne pas l'installer. Ceci est obligatoire. Le routeur là est obligatoire. Ça et ça, c'est obligatoire pour le bon fonctionnement. Le connecteur ODBC est obligatoire également. Parce que pour établir la connexion avec Spark ou avec tout autre client qui est compatible au protocole ODBC, il faut que le driver soit installé sur la machine. Donc, vous installez le connecteur ODBC. Bon, connecteur C++, le connecteur Java, vous pouvez laisser. Connecteur .NET, la documentation, l'exemple. Okay. Donc, ce qui est obligatoire dans votre installation, c'est ça, ça, ça et ça. Faites pas le Workbench, mais le serveur, le routeur et le connecteur ODBC. OK? Vous cochez, vous installez. Maintenant, à un certain moment, il faudra faire attention à créer le compte root. Le compte root, c'est le compte user. Le compte super user, autant pour moi. Comme ça, root, c'est super user. Donc, c'est le compte administrateur qui a tous les droits et tous les privilèges, toutes les autorisations. Donc, il faudra faire attention. Vous créez le compte root à un moment donné, lors de l'installation. Vous créez son mot de passe et attention à ce mot de passe. Si vous le perdez, vous ne pourrez jamais vous connecter au root. Et si vous ne pouvez pas vous connecter au root, au compte super user, vous ne pourrez pas mettre en pratique ce que nous allons enseigner ici. Donc, une fois que vous avez créé le root, enregistrez le mot de passe quelque part. Une fois que vous avez enregistré le mot de passe, vous vous connectez. Donc, à la fin, quand vous avez créé le root, vous pouvez utiliser le Workbench. Donc, vous cliquez sur le Workbench ici. C'est ce logo-ci. Et il arrive sur la plateforme. Donc, moi, je vais rapidement démarrer les serveurs parce que je les avais arrêtés. Donc, pour démarrer le serveur, lorsque vous aurez fini d'installer le serveur, normalement, il va démarrer automatiquement. Moi, comme j'ai plusieurs systèmes de base de données installés dans la machine, j'ai par exemple SQL Server, j'ai MySQL, j'ai plein de systèmes. Donc, pour ne pas qu'ils me saturent la mémoire pour rien, je les arrête. J'arrête les services ici. Donc, pour redémarrer les services, je viens là, je redémarre. Je redémarre. Et c'est aussi ici qu'on arrête les services. Je redémarre. Maintenant que les services sont démarrés, je lance le Workbench. Dans le Workbench, on m'a demandé de créer les connexions. À ce stade, quand vous aurez installé, que vous aurez le Workbench comme ça, ici, il n'y aura aucune connexion. Vous créez une nouvelle connexion avec le +ci, comme ça. Et vous entrez le nom de la connexion, vous entrez une connexion que vous voulez. Vous mettez le nom de l'utilisateur. Donc, à ce stade, vous n'avez qu'un seul compte. Vous n'avez pas créé d'autres utilisateurs. Donc, vous créez le root. Vous entrez le mot de passe. Vous entrez le schéma et vous testez la connexion. OK? Vous testez la connexion. Donc, je viens là, création. Je vais appeler la connexion là, par exemple, connexion Spark. Donc là, le username, c'est le root. Donc, c'est le super user. Le port de connexion de MySQL, c'est le 3306. Ça, c'est les informations qui seront nécessaires pour établir la connexion. Le root, le password, le schéma par défaut. Je suppose que je vais mettre le schéma par défaut. Je mets test de connexion. Il va me demander le mot de passe du root. Donc, moi, je mets le mot de passe de mon root. Vous pouvez enregistrer le mot de passe dans le Vault. Le Vault, là, c'est une sorte de corbeille dans lequel il stocke les mots de passe de façon chiffrée. Et vous devrez avoir ceci quand vous faites test de connexion. Donc là, la connexion est OK. Il fait donc OK. Et en faisant ça, donc j'ai donc ma connexion qui apparaît ici. Je peux maintenant double-cliquer dessus.
comme ça, et j'ai un compte. Alors, le compte qui a été créé, ok? Donc ça, c'est la première phase. C'est la première phase, ça c'est l'installation. Vous devez arriver à ce stade pour l'installation. Une fois que vous avez fini ça, la deuxième étape, c'est de créer le compte d'utilisateur avec lequel on va travailler pour Spark. Parce que vous ne pouvez pas vous connecter avec le compte root, un compte super user à distance, moi en tant que client distant. Ça va être considéré par le serveur comme étant une tentative de piratage. Donc, vous avez besoin d'un compte utilisateur. Donc, pour que votre client se connecte, il faut qu'il se connecte à travers les privilèges d'un rôle, oui, un rôle ou un utilisateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. L'utilisateur que j'ai créé ici pour la session, c'est l'utilisateur consultant. Son mot de passe, c'est PW-86. OK? Et le nom de la base de données, c'est JEADB. Donc, on va créer la base JEADB. Donc, c'est la base de données. Et dans cette base de données-là, on va créer une table. Je vais y revenir. On va créer l'utilisateur consultant et on va lui donner tous les privilèges de la base JEE. C'est-à-dire que l'utilisateur consultant là a tous les droits sur la base de données JEADB. Il peut supprimer, il peut modifier, il peut ajouter des tables, il peut ajouter des données dans des tables, il peut modifier les colonnes, il peut effectuer toutes les opérations SQL dans la base de données JEA. Donc, c'est ça les privilèges. OK? Donc, on crée dans la base de données. Vous créez la base de données. Moi, je l'ai déjà fait. Pour créer la base de données, vous faites juste créer database. If not exist. Vous l'appelez JEA. Donc là, ce n'est pas sensible à la casse. JEADB, point virgule. Et vous tapez comme ça. Donc là, vous voyez qu'il dit que la base de données existe déjà. Il existe déjà. Donc, les bases de données, c'est ici qu'on les voit. Le nom d'une base de données s'appelle schéma. Donc, voici les schémas de base de données que moi j'ai créés dans MySQL. Donc, voici JEADB. Bon, j'ai créé des tables à l'intérieur. Il y a plusieurs tables dedans. Ça, ce sont les tables de la... En fait, cette base de données, c'est la base de données du projet de la formation sur les bases de données, dans le SQL et les bases de données relationnelles. Vous créez la base de données comme ça. Une fois que vous avez créé la base de données, vous créez l'utilisateur. Create user consultant. Create user consultant comme ça. Create user consultant add localhost identify by, voici son mot de passe. C'est avec lui qu'on va se connecter. Bon, là, je ne vais plus l'exécuter parce qu'il existe déjà. Si j'exécute, ouais, on va dire qu'il existe déjà. L'opération n'a pas réussi parce que l'utilisateur existe déjà. Je l'ai déjà créé. Donc, vous le créez chez vous. Une fois que vous l'avez créé, vous faites grant all privilèges. C'est-à-dire que vous lui donnez tous les privilèges sur la base JEA. La base de JEA. Donc, il peut tout faire sur la base de JEA. Vous lui attribuez tous les privilèges. Et une fois que vous lui attribuez tous les privilèges, la première phase est finie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer les données. Alors, dans la section ressources de la plateforme de la formation, vous avez un dossier à l'intérieur où il y a les données. Donc, il y a à l'intérieur de ces données, il y a order line, order, product et il y a également le script. Le script nécessaire pour la création des données dont on a besoin. Ce qu'on va faire, c'est que le fichier order, c'est là. Le fichier order qu'on a utilisé, souvenez-vous, lorsqu'on manipulait les data frames, c'est lui qu'on a utilisé. On va en fait créer la table order et on va charger dans cette table les données ici là. Et c'est ça qu'on va accéder. On va accéder à cela. Okay? Dans le script pour créer ça, cette table et charger les données, vous l'avez dans la section des ressources. Donc le voici. Voici le script complet. Donc, on crée la structure, on crée la table à l'intérieur de la base de données JEADB. Ensuite, on charge les données order-ci dans la base, dans la table qu'on a créée. Et pour ça, on utilise un chargement par lot, ce qu'on appelle un bulk insert, du moins en SQL Server.
Chez MySQL, la commande pour charger les données dans une table s'appelle load data. Parce que là, on ne fait pas un insert individuel, on fait un load data. Donc, vous exécutez cette table-ci. Vous exécutez ce script. Vous exécutez le script. Moi, je l'ai déjà créé. Parce que la table existe déjà. Je l'ai déjà créée. Maintenant, une fois que la table a été créée, il faut charger les données à l'intérieur. Pour charger les données à l'intérieur, vous utilisez le load data. Load data, attention, j'ai ajouté une double barre. C'est un peu comme dans Spark. Mais est-ce qu'elle est un peu comme Spark? Lorsque vous mettez des chemins Windows, vous devez mettre un double backslash ou un double slash comme j'ai ajouté là. C'est moi qui ai ajouté comme ça. Into table, field terminated by. Ça, c'est ce que vous connaissez déjà. Line terminated by. In your one line. Et vous exécutez ceci. Et lorsque vous allez exécuter cela, si vous êtes dans la version 8, donc si vous allez télécharger la dernière version, parce que moi, au moment où je tourne la vidéo, on est sur la version 8 de MySQL. Et donc, vous serez donc dans une version supérieure, du moins au moins à la version 8. Et donc, à partir de la version 8, cette ligne-ci là ne fonctionne plus. Lorsque vous exécutez un load data d'un fichier local, ça ne fonctionne pas. L'option est désactivée par défaut. C'est pourquoi vous recevez cette erreur. L'erreur 1148. La commande utilisée n'est pas permise dans cette version de MySQL. En fait, ce n'est pas un problème de version. C'est que le chargement par l'eau a été désactivé par MySQL parce que le chargement par l'eau pose un problème potentiel de sécurité qui peut être très grave. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours sur MySQL. Mais le fait que le serveur doit aller récupérer le fichier en local, parce que c'est le serveur qui récupère le fichier en local, ça crée des risques de sécurité. Donc, ils ont décidé de désactiver ces options-là. Il y a une façon d'activer cela. Et pour le faire, nous sommes obligés d'aller plutôt en ligne de commande. Et c'est donc ça qu'on va faire maintenant. J'ai mis l'opération ici, ce que vous devez faire. Les voici. Donc, vous allez comprendre, je vais vous expliquer les trois. Je vais vous expliquer ça. Donc, pour réaliser l'opération, donc pour charger les données dans la table, parce que, allons-y déjà, regardons la table. Si je fais, moi j'avais déjà créé la table. La table a été créée, n'est-ce pas? Même quand j'ai exécuté ça. Maintenant, si on fait select asterisk from orders, limite 20, et qu'on exécute, la table sera vide. Oui, la table a été créée comme vous voyez là, mais elle est vide parce qu'on n'a pas pu faire le load. Donc, pour résoudre le problème, on est obligé d'utiliser MySQL command line. Donc, ici, j'ajoute comme ça MySQL command line. Donc, on va utiliser le MySQL command line pour le faire. Pour utiliser le MySQL command line, vous utilisez le CMD de l'invite de commande de Windows, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Et là, vous allez sur le bin, du serveur MySQL. Donc, vous venez là, sur Windows, dans le dossier dans lequel vous avez installé MySQL. Vous allez dans ce dossier-là. Donc, chez moi, je l'ai installé sur le disque C. Le voici, MySQL. Je vais dans un dossier qu'on appelle, voici le dossier du serveur MySQL Server 8.0. Et je viens dans le dossier bin. Je copie le dossier bin comme ça. Je viens là et je fais CD. Je vais dans bin. Maintenant, je suis dans bin. Ce que je vais faire, une fois que je suis dans bin, peut-être agrandir. Oh non. Une fois que je suis dans bin, je tape la commande MySQL. Ensuite, je mets "-u". "-u", ça veut dire quoi? C'est que j'indique là le user. Le user, c'est root. Et ensuite, je mets "-p". "-p" signifie password et je tape entrée. Quand je tape entrée, il me demande de saisir mon password.
Donc, je vais donc saisir le password. Ça, c'est le password du root. U signifie user, P, c'est password. Vous entrez dans le password du root et il va se connecter. Voilà. Je me suis donc connecté au serveur MySQL à travers la ligne de l'invite de commande. Donc, voilà. Si je fais, par exemple, show database, voilà, il me donne l'ensemble des bases de données. Si je fais select JEA, je fais select asterisk from JEA DB order. Et voilà, il me dit que la table est vide. OK. Maintenant, vous allez voir l'option du chargement des données locales, comme je vous ai expliqué, ça a été désactivé. Cette option est encapsulée dans une variable qu'on appelle local in file. Donc, si je fais show global variable, comme ça avec S, je dis like et je mets à l'intérieur local in file. Vous voyez qu'il me dit que le local in file est off. Donc, je ne peux pas faire cette commande-ci. C'est ça, local in file. Il y a la variable qui gère ça, c'est off. Ça a été désactivé. Donc, je dois l'activer. Pour l'activer, je fais set global local in file égale 1. Et j'entre, là, il me dit query OK. Si je retape le show de tout à l'heure, comme ça, vous voyez que maintenant, il est on, alors qu'ici, il était off. Ça, c'est la première manipulation. Là, en fait, j'ai activé le local in file côté client. Je dois maintenant activer ça côté serveur. Et donc, je fais un exit. Et je dois maintenant me connecter en entrant, en tenant en compte le local in file. Donc, je fais MySQL. Mais avant d'entrer le root et le password, j'entre d'abord l'option local-in-file et je mets égal 1. Comme ça, j'ai mis la commande ici. Là, voici. Si ça vous pose des soucis. Local-in-file comme ça égale 1. Ensuite, je mets ici, je me connecte quoi. Donc, je mets le user, c'est le root. Vous ne pouvez faire cette opération qu'avec le user. Avec le root, le super user, le compte qui a tous les privilèges, le compte administrateur de MySQL. Vous ne pourrez pas le faire avec le compte consultant qu'on a créé. Ensuite, je tape password. Et là, maintenant, d'entrer le mot de passe, j'entre le mot de passe. Voilà, maintenant que j'ai entré le mot de passe, je peux maintenant faire le load local in file. Donc, je viens donc dans mon code, je copie mon load. Le voici. Load data local in file. Je copie tout ça. Ici, le chemin que vous allez mettre, c'est le chemin dans lequel le fichier est 1. Chez vous, vous mettez votre chemin. Donc, je viens là. Je copie tout ça comme ça. Je tape point virgule et je tape entrée. Ok, donc là, je n'ai pas indiqué de base de données. Dans la base de données, c'est JEA. JEA-DB. Point virgule. La base de données a été changée. Et maintenant, je colle. Voilà, la requête a maintenant été exécutée. Vous voyez que là, on a 192 983 lignes qui ont été enregistrées. Donc, normalement, si je réexécute ici dans mon workbench, mon select asterisk from order line, je devrais avoir les données. Voilà. Et voilà les données. Là, il y a beaucoup de fenêtres qui s'affichent ici. C'est ici quand j'ai les fenêtres qui s'affichent. Ok, c'est là. Donc, si vous vous sentez un peu débordé par les infos. Donc, voilà notre table qui a été créée dans le serveur MySQL. C'est cette table donc qu'on va requêter depuis Spark. Ok, on va la requêter depuis Spark. C'est notre table order qui est dans GEADB. On va la requêter depuis Spark à l'aide du user consultant. Donc, je peux déjà fermer. Donc, normalement, à ce stade, assurez que vous ayez les données comme ça. Si vous n'avez pas les données comme ça, la suite de cette session ne sert à rien.
Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez fermer le Workbench. La base de données, le serveur de la base de données tourne toujours. Là aussi, je peux fermer. Assurez-vous juste que le serveur tourne toujours. Pour savoir si le serveur tourne toujours, vous venez juste là, dans le gestionnaire de tâches, vous regardez les services et vous voyez ici, si c'est en cours d'exécution. Tant que c'est en cours d'exécution, vous savez que le serveur peut recevoir des requêtes. Maintenant, on va développer l'application. Donc, pour développer l'application en Spark, comme j'ai dit, on va utiliser le mot de passe, le user consultant et son mot de passe. Donc, la première des choses à faire, c'est de créer une session. Ensuite, on va créer les propriétés. Donc, en fait, là, il faut créer la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, en général, c'est la chaîne qui permet au protocole ODBC niveau Spark ou JDBC niveau Spark d'établir le lien et de communiquer avec MySQL. Donc, la chaîne de connexion donne les paramètres nécessaires pour établir la connexion. Cette chaîne de connexion, peu importe les SGBDR, est toujours constituée des éléments suivants. 1. Le driver. Vous indiquez toujours le driver. Le driver, c'est le protocole, on va dire. Le driver, c'est le protocole. 2. Vous indiquez le nom du fournisseur de la ressource. Donc ici, c'est le nom du moteur de la base de données. Par exemple, si c'est Access, c'est ACE. Si c'est MySQL, c'est MySQL, SQL Server, etc., etc. Vous indiquez l'adresse IP du serveur. Donc, l'adresse IP du serveur, dans notre cas, c'est localhost. C'est ça. Vous indiquez également le schéma vers lequel se connecter, dans la base de données. Si on reste dans le jargon relationnel, dans le jargon de base, on ne parle pas de base de données, on parle de schéma de base de données. Parce que la base de données, ça ne fait pas référence à un fichier. Ça fait référence à un ensemble de fichiers et les liens qu'ils entretiennent. Donc, vous entrez le schéma de la base de données. Dans notre cas, ça sera JEADB. .orders. Donc, JEADB et la table qu'on va utiliser. Et enfin, vous entrez les informations d'authentification. Les infos d'authentification, c'est le compte d'utilisation, le compte d'utilisateur et son mot de passe. Okay. C'est ça que vous entrez chez Spark. Pour le faire, je vous ai montré, vous faites juste session.read.jdbc. Vous entrez la chaîne de connexion d'un côté et vous entrez les informations d'authentification d'un autre côté. Bon, je ne vais pas déjà créer le driver. On va déjà créer tout ça comme ça. On va exécuter sans le driver parce que le driver nécessite une explication supplémentaire. Allons-y, ouvrons Spark. Là, c'est la partie sur les bases de données. Donc, on va créer une nouvelle classe. On va appeler ça SparkDB, comme Spark Database. Vous appelez ça comme vous voulez de toute façon. Donc, je viens là, je dis def main. Template for main. Je crée la fonction main. Je vais importer également les Java, le package Java utils. Ça va m'aider pour les propriétés. Donc, j'instancie la session val ss égale session Spark. Ici, c'est trop. Voilà. Maintenant, j'ai instancié. J'appelle ça df. Je crée df MySQL. df MySQL, c'est le data frame qui va récupérer les données de MySQL. Donc, ça sera égal à ss.read.jdbc. 1, j'indique la chaîne de connexion. La chaîne de connexion, comme je vous ai dit, c'est JDBC, d'abord le driver, donc JDBC, 2 points. Ensuite, j'indique dans la chaîne de connexion l'adresse IP du serveur. Donc, dans notre cas, c'est le localhost ou 127.0.0.1. 127.0.0.1. Ensuite, j'indique le numéro de port. Le numéro de port de MySQL, c'est 3306. Je mets un... J'indique également le schéma. Dans le schéma, c'est JEADB. Ça, c'est la première. Ça, c'est la chaîne de connexion. Après cela, j'indique la table. Je vais vous montrer
un peu plus tard comment faire si je veux plutôt exécuter une requête. Mais si je veux pas récupérer une table, parce que là, on va récupérer la table entière, la table order entière. Donc, j'utilise la table, c'est JEA orders, n'est-ce pas? Et j'indique les propriétés de type properties. Je dois déjà les créer. Dans les properties, je vais passer un paramètre props MySQL, je vais appeler ça comme ça. Prop MySQL, c'est égal à properties, new properties. Et dans props MySQL, j'ajoute des propriétés. La première propriété, c'est user. Moi, je vais faire partir ça. Donc, la première propriété, c'est user. Le user avec lequel la base va se connecter, c'est consultant. Ensuite, la deuxième information, c'est le mot de passe. Le mot de passe ici, c'est PWD-86. Vous copiez simplement l'info. Cela suppose que vous avez déjà créé, hein, comme on a fait plus haut là. Voilà. J'ai les propriétés qui sont complètes. Et ici, je fais props MySQL. Voilà. Donc, normalement, à ce stade, j'ai mes données. Si je fais df mysql.show, je vais faire par exemple 15. Je vais afficher les 15 informations, les 15 lignes. Donc, grâce à cette chaîne de connexion, il va aller sur MySQL, il va récupérer, en fait, il va envoyer la requête ci, récupérer la table orders. Et MySQL va recevoir cette requête grâce aux infos, grâce au protocole JDBC, et il va lui envoyer cela grâce aux infos de communication. Donc, il va s'authentifier sur le serveur à l'aide des infos ci. Il va demander au serveur la ressource orders, donc serveur MySQL la ressource orders, et il va le recevoir. Il va le mettre dans un data frame et on va donc l'afficher. Donc, allons-y, exécutons. Là, il y a une erreur. Ça, c'est l'erreur que je voulais que vous voyez. Vous voyez que là, si vous recevez une erreur comme ça, lorsque vous essayez de connecter une base de données, il vous dit no suitable driver. Ça veut dire que le driver JDBC que vous avez déclaré n'est pas installé. Le driver JDBC pour MySQL n'est pas installé dans la machine du client. Parce qu'il y a déjà la compatibilité du protocole JDBC. Maintenant, il faut installer le driver dans le protocole sur la machine du client pour que lui puisse l'utiliser pour contacter le serveur. OK? Donc, ici, ce qu'il faut, c'est le JDBC de MySQL. Pour obtenir le JDBC de MySQL ou de n'importe quelle autre base de données, SGBDR, vous tapez juste comme ça, JDBC driver MySQL, comme ça. Si c'est JDBC par exemple de Oracle, vous tapez JDBC driver Oracle. Donc si vous devez contacter une base Oracle, vous tapez comme ça, vous tombez dessus. Donc là, c'est le connecteur JDBC driver MySQL. Je viens ici dans les connecteurs. Voilà les connecteurs. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça. JDBC driver for MySQL que je télécharge comme ça. Donc, je prends ici, bon, ici, il n'y a pas Windows, donc je prends Platform Independent comme ça. Et là, il va me donner un compress tar, un TAR. Donc, le voici. Parce que normalement, c'est un fichier jar. C'est un jar que vous allez passer, puisque c'est un fichier Java. Le JDBC, c'est l'ODBC pour Java. Et Java produit des fichiers jar. Donc, normalement, il vous produit un point jar. Là, ça doit être ça. Là, ici, mettre point .tar. Vous téléchargez comme ça. Donc ça, c'est le driver. Ok. Le téléchargement est fini. Le voici. Je vais peut-être l'extraire. Donc, je l'extrais comme ça, j'ai le point .tar. Et en fait, c'est ce fichier que je vais passer au Spark Driver.
Parce que le driver Spark, c'est lui, quand il va se lancer, il a besoin de ce protocole. Donc, c'est ça qu'il va utiliser. Ça, c'est la première. Ça, en fait, ça, c'est norme. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour installer le driver pour Spark. Ce que je vais expliquer là. Maintenant, dans la session suivante sur Spark avec Postgre, je vais vous montrer comment on charge ceci avec le driver Spark. Donc, comment on charge le driver JDBC avec le Spark driver. MySQL a déjà une dépendance. Donc, au lieu de faire tout ceci, je vous montre comme ça parce que pour que vous sachiez que c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer le raccourci. En ce qui concerne MySQL, il y a déjà un connecteur JDBC qui est sous Maven, une dépendance Maven que vous pouvez directement charger dans vos applications. Comme ça, vous n'avez pas à télécharger la classe là et mettre comme ça et vous embêter avec les versions et tout ça. Tout ce que vous avez à faire pour avoir le driver, vous venez sur Maven et vous tapez simplement MySQL JDBC driver. Voilà, le voici. C'est la même chose, hein? C'est vraiment la même chose. Et vous prenez le driver qui correspond à votre base de données. Donc moi, j'ai la version 8.12. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Vous cliquez là. Vous cliquez, vous prenez ce qui correspond à la version de votre du MySQL que vous avez installé. Dépendance 8.0.12. Je copie ça. C'est ça que j'ai placé ici. Là, j'ai mis 8.0.16. Donc, je copie ça. 8.0.12, 8.0.16. Ça ne pose aucun problème. Il faut juste que ça soit compatible avec votre base de données. Donc, j'inclus dans la dépendance MySQL Connector Java la dépendance JDBC MySQL Driver correspondant à la version MySQL installée sur votre poste. Donc, c'est ça. Je copie, comme je l'ai copié là, et je l'installe sur mon POM. Donc, je viens là et je mets comme ça. Je vais variabiliser. Je vais appeler ça comme ça. mysql.jdbc.driver.version. Et je mets comme ça et c'est ça que je vais mettre ici. Voilà. Je charge la dépendance. Ok, c'est fini. Le chargement est fini. Je vais aller, on va un peu regarder les librairies, les dépendances. On va ouvrir, je vais vous montrer quelque chose. Donc, le voici, MySQL Connector Java. Je l'ouvre. On va voir les classes qu'il contient. Voilà les classes. Voilà le driver. En fait, le jar que vous avez vu là tout à l'heure, que je vous ai montré là, qu'on a téléchargé, en fait, c'est ça qu'il contient. C'est tout ça qu'il contient. Donc, il contient tout ce qui est nécessaire pour établir la connexion réseau avec la machine. OK? Voilà. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour établir la connexion à la machine. Donc, ça, c'est tout le JDBC en fait. C'est tout l'ODBC pour Java. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous n'aurez jamais à l'utiliser, hein. Le plus important, c'est simplement que le jar soit à l'intérieur de votre machine. Donc là, le jar est dans mon application Spark. Donc Spark va réussir à pointer dessus. Je viens donc maintenant que j'ai mon driver, il n'y aura plus cette erreur. Donc j'exécute. Donc là, s'il présente encore l'erreur. Oh, pardon, en fait, il y a une erreur ici. Je n'ai pas mis le nom du driver. Là, j'ai mis le nom du protocole sans ajouter le nom du driver. Ici, il manque MySQL, le nom du driver. C'est ce que j'ai indiqué ici dans la checklist. Donc, vous mettez le nom du driver. Quand vous faisiez le driver, c'est le JDBC. Vous devez mettre le nom du fournisseur. Moi, j'ai oublié de mettre le nom du fournisseur. Le nom du fournisseur de la ressource, c'est MySQL en minuscule. Donc, vous mettez le nom du fournisseur. Voilà. Ensuite, vous indiquez. Donc, je mets les deux barres. Je m'assure que j'ai bien rentré les infos. Ok, cette fois, c'est passé. On a une nouvelle erreur.
Donc là, regardez, par exemple, là, ils mettent un warning. Établir une connexion SSL sans vérifier l'identité du serveur n'est pas recommandé. Les informations de sécurité, mais c'est juste du warning. Et là, il génère une erreur d'exception. SQL Server, ça veut dire que là, il a réussi à établir, avec le once, là, ça montre qu'il a réussi à établir la connexion. Okay? Il a établi la connexion. Mais maintenant, quand il veut lire les données, il y a un problème. SQL, c'est une erreur SQL exception. Si c'est SQL exception, ça veut dire que c'est lorsque le serveur a exécuté la requête, il a rencontré un problème de compatibilité avec le vôtre. Et ici, il s'agit de compatibilité du time zone. Ils disent ici que the server time zone Paris, Madrid, machin is unrecognized. Dans le time zone du client, donc de mon client de Spark, n'est pas reconnu par le time zone de MySQL. Vous voyez? Donc, dans la chaîne Java, la chaîne de connexion JDBC, je dois indiquer d'autres informations. Ça, c'est une erreur qui est spécifique aux nouvelles versions de MySQL. Donc, le support MySQL a dit comment corriger cette erreur. Donc, pour cette erreur-là, vous ajoutez cette partie dans la chaîne de connexion. Zero Day Time Behavior. Donc, je copie ça. Je rajoute simplement ma chaîne de connexion avec le driver. Je rajoute comme ça. Voilà. Maintenant, quand j'ai rajouté, j'exécute. Normalement, je devrais maintenant retrouver ma table. OK. Et voilà mes données qui m'ont été renvoyées par MySQL. Si je vais sur MySQL et j'exécute la requête, Select Order, allons sur le MySQL Workbench. Faisons par exemple Select 15. Voilà. Limite 15. On fait Alt plus flèche droite. Alt plus flèche gauche ici. Vous voyez, 1254. Vous voyez que ce sont les mêmes données. La dernière, prenons la dernière donnée par exemple. Vous voyez, 1376, 71 17, 21 41, Brooklyn, NY, 11 1228, 28, etc., etc. Vous voyez que MySQL a bien envoyé ces données. Okay? MySQL a bien envoyé les données qu'on a demandées. Maintenant, supposons qu'on veut plutôt lire la table. Donc, je vais plutôt faire, à la place de faire MySQL.show, je vais faire MySQL.schema, print schema. Donc, je vais afficher le schéma. Ensuite, je vais exécuter plutôt une requête. Donc, voici mon schéma. Supposons que je veux plutôt une requête. Je vais faire un calcul d'agrégation. Par exemple, je vais faire un calcul d'agrégation. Je ne peux donc pas utiliser le read JDBC. Parce qu'en JDBC, ici, c'est forcément une table que vous passez. Forcément, c'est une table. Vous ne pouvez pas passer une requête. Si je veux passer plutôt une requête, je suis obligé d'utiliser l'autre méthode. L'autre méthode consiste à faire read.format au lieu de JDBC. Donc, format comme ça. Je vous ai montré ça ici. Si vous venez là, dans la session précédente, je vous ai montré comment faire ici. Oui. Donc, on entre le format, on entre l'URL, on entre la requête, le nom d'utilisateur et le password. Donc, on aura donc ça, JDBC, comme ça. Point, ou alors on fait comme ça. On fait point read, comme ça. Ensuite, on fait point option. On entre les différentes options. Les options ici, c'est quoi? C'est URL. N'est-ce pas? C'est ça l'URL. URL. J'entre la deuxième option. Dans la deuxième option, j'entre les paramètres de connexion. Donc, les paramètres d'authentification. Donc, user, consultant.
password. Ensuite, j'entre ma connexion. Ça s'appelle query. Et j'entre à l'intérieur ma requête SQL. L'ensemble des paramètres est disponible dans le lien Spark JDBC. Donc, voici comment on charge le driver à la rigueur de la dépendance. Donc, on va le faire avec Postgre. Voici l'URL, voici les propriétés. Voici vous mettez l'URL, vous mettez soit le dtable, soit query. Ici, on va plutôt mettre query. Oui. Voilà tous les paramètres. La table order, on a eu à travailler avec elle. Je vais prendre une requête sur laquelle on a travaillé. On va reprendre cette requête-ci là. Parce que c'était sur order. On va juste s'assurer qu'on a tous les champs. Donc, une fois qu'on fait comme ça, on a notre requête, on fait point load. Et ensuite, on va faire dfmysql2.show. Là, on va afficher parce que c'est un gros bail. On fait comme ça. Allons-y, exécutons. Donc là, on a un problème d'argument. Ils disent option dtable is required. Malheureusement, l'option query n'est pas supportée avec MySQL. Oui, en fait, l'option n'est pas supportée. Je voulais que vous voyez ça comme ça et que vous sachiez que c'est possible d'exprimer les requêtes. Dans d'autres SGBDR, on va voir, vous allez voir que le comportement sera différent. Les types d'opérations qu'on pourra effectuer avec Spark seront différents. C'est pourquoi j'ai pris 3 SGBDR. Donc ici, la requête qu'on peut faire vers MySQL, c'est une requête de table. On doit absolument passer l'option dbTable. Ils vous disent, dans la place de query, ça doit être dbTable. Et si vous mettez dbTable, c'est une requête que vous allez mettre. C'est une table que vous allez mettre là. OK? Donc, voilà, c'est bon à savoir. Vous pouvez également écrire, tenter d'écrire des data frames que vous aurez modifiés là. Donc, df MySQL, c'est là. Vous faites vos travaux dessus. Ensuite, vous faites write avec les mêmes options. Et ça va écrire. Nous n'allons pas gérer l'écriture ici parce qu'il faut créer la table à l'intérieur de MySQL. Il y a tout un processus. Donc, voilà un peu comment on travaille avec MySQL. Voilà comment on interroge une base de données, des bases de données qui sont dans MySQL, qui sont hébergées dans MySQL avec Spark. Si vous avez des questions ou si vous avez des erreurs ou des bugs qui reviennent pendant cette session, n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire savoir. Donc, nous allons continuer dans cette optique avec Spark et PostgreSQL. Merci.